Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'empereur et de son étoffe invisible. Il était une fois un empereur qui aimait plus que tout les habits neufs et qui dépensait toute sa fortune pour être le mieux habillé. Un jour, deux escrocs parvinrent à arriver jusqu'à son palais et devant la cour, ils lui affirmèrent être en mesure de lui tisser la plus belle étoffe que l'on pût imaginer. Mieux, celle-ci aurait même la particularité d'être invisible aux yeux des idiots. Ravi, l'empereur se dit: ce seraient des vêtements précieux à porter le jour de la fête, et donna aux deux escrocs une avance sur leur travail pour que ceux-ci se mettent à l'ouvrage. Ils installèrent deux métiers à tisser et demandèrent la soie la plus fine et l'or le plus précieux qu'ils prirent pour eux. Les métiers à tisser restaient vides. Quant à eux, ils faisaient mine de travailler jusqu'à tard le soir. Des jours et des semaines passèrent et l'empereur envoya à tour de rôle son ministre, son conseiller et puis son héritier afin d'inspecter l'avancement des travaux. Tous lui firent l'éloge de la magnifique étoffe et tous lui parlèrent de ses magnifiques couleurs et de ses splendides motifs qui n'existaient tout simplement pas. En réalité, ils furent si honteux d'eux-mêmes de ne rien voir et de peur d'être accusés d'idiotie, ils firent semblant d'être extrêmement impressionnés par la qualité supérieure d'un habit inexistant. Les deux escrocs profitèrent de la situation et exigèrent encore plus d'argent, plus de soie et plus d'or pour leur tissage. Ils mirent bien évidemment tout ça dans leur poche et continuèrent à faire semblant de travailler. Et puis un jour, ne pouvant plus résister à l'excitation et à la curiosité, l'empereur décida d'inspecter l'avancement du tissage par lui-même. Accompagné de toute une foule de dignitaires, dont le ministre, le conseiller et l'héritier, il se rendit à l'atelier des deux escrocs. Une fois à l'intérieur, l'empereur ouvrit grand les yeux et ne vit rien du tout, absolument rien sur les métiers à tisser. Il cligna les yeux, il se les frotta, s'approcha pour mieux voir, mais toujours rien. « Comment se fait-il que je ne vois rien ?» se demanda d'un air terrorisé. « C'est affreux, serais-je un idiot ?» Son ministre lui coupa le fil de ses idées en lui demandant avec un faux ton joyeux « N'est-ce pas magnifique, Majesté ? Que votre Majesté admire les motifs et les couleurs ?» ajouta le conseiller d'un air hypocrite. L'empereur se frotta les yeux encore une fois, puis entendit son héritier en rajouter une couche en s'adressant aux deux escrocs en disant « C'est certes une magnifique étoffe, mais pas encore digne de sa Majesté, vous devez améliorer le modèle. » Puis il se tourna vers l'empereur et lui demanda « Qu'en pensez-vous, Majesté ?» Les genoux tremblants, l'empereur hocha la tête en signe d'approbation et il entendit aussitôt tous les dignitaires s'exclamer devant la beauté d'un habit pourtant inexistant. Tous virent clairement que les deux métiers étaient vides et tous prétendirent le contraire, de peur d'être accusés d'idiotie. L'empereur, quant à lui, joua le jeu comme tout le monde. Et pour souligner sa fibre esthétique, il alla dans le sens de son héritier et ordonna l'amélioration du modèle. Puis, il quitta l'atelier. Bien évidemment, les deux escrocs demandèrent plus d'or et de soie pour améliorer le modèle. 3 fois plus. Et la veille de la fête, ils firent semblant de travailler très tard le soir. Et ainsi, tout le monde pouvait se rendre compte et pouvait témoigner du mal qui se donnait pour terminer à temps les habits de l'empereur. Le lendemain, les deux escrocs demandèrent à l'empereur « Votre Majesté impériale peut-elle avoir l'insigne bonté d'ôter ses vêtements afin que nous puissions lui mettre ces nouveaux-là devant le grand miroir ?» L'empereur enleva tous ses beaux vêtements et les escrocs firent comme s'ils lui enfilaient chacune des pièces du nouvel habit. L'empereur se retourna devant le miroir, il n'a rien vu. « Dieu, comme cela vous va bien! Quel dessin, quelle couleur !» s'exclama un peu tout le monde. « Je suis prêt, » dit l'empereur, content de lui, alors qu'il était tout nu. D'un pas ferme, il fit son apparition devant la foule qui l'acclamait. Tous ceux qui étaient là à l'attendre dans la rue criaient « Les habits neufs de l'empereur sont admirables! Que vous êtes beau, Majesté !» Personne ne voulait laisser paraître qu'il ne voyait rien de peur d'être accusé d'idiotie. Aucun habit neuf de l'empereur n'avait connu un tel succès. « Mais il n'y a pas d'habit du tout !» cria un petit enfant dans la foule. « Quel idiot !» répondit une femme. « Tu pourras voir les habits quand tu seras plus grand !» ajouta une autre. « Mais entendez la voix de l'innocence !» s'exclama le vieux père. Il y eut un moment de silence et chacun murmura à son voisin ce que l'enfant avait dit. Au bout d'un certain moment, la foule entière se mit à crier « Mais il n'y a pas d'habit du tout !» L'empereur frissonna car il lui semblait bien que son peuple avait raison. Mais il se dit « Maintenant, je dois tenir bon pour ne pas perdre la face. » Et le cortège poursuivit quand même sa route.
Premier point d'analyse, toujours garder son authenticité et sa franchise intellectuelle, même au risque de paraître parfois ridicule. Cette histoire, les victimes tombent dans le piège de l'arnaque à cause de la peur du regard négatif de l'autre. La peur du ridicule les pousse à faire semblant au lieu d'exprimer clairement leur interrogation et leurs doutes. En gros, plus ils jouent le jeu, plus ils s'encouragent mutuellement à continuer à le faire. Dans la vraie vie, beaucoup de personnes ont parfois tendance à faire la même chose. Suivre par exemple un mouvement auquel ils ne croient pas réellement. Ne pas dire ce qu'elles pensent vraiment vis-à-vis d'un tel sujet important, sur une décision stratégique, un projet, un investissement, etc. Elles se taisent et affichent une adhérence artificielle à l'opinion générale, malgré leur avis contraire. Un avis parfois basé sur une clairvoyance, un haut niveau d'intelligence ou d'expérience. Un avis qui pourrait sauver la majorité. Elles se taisent et suivent le mouvement de peur d'être mal vues, mal jugées ou de peur d'être ridiculisées. Attention, je ne dis pas que cette peur n'est pas légitime ou naturelle. Au contraire, je pense que parfois elle est même nécessaire. Mais dans beaucoup de cas de figure, j'ai remarqué que cette peur du ridicule est totalement injustifiée comparée à l'importance du sujet concerné ou du mouvement de masse. Cette histoire m'a donc apprise qu'avoir peur du jugement des autres, vouloir se taire et suivre le mouvement concernant un sujet que je trouve au fond de moi-même ridicule, ou concernant un projet que je juge risqué, ou un engouement général pour une personne qui me paraît suspicieuse, peut avoir de graves conséquences sur moi-même et sur les autres. Cette histoire m'a aussi appris qu'affronter la masse peut être difficile, mais qu'au fond, le ridicule ne tue pas. Au contraire, être authentique avec moi-même et avec les autres me permet de faire d'une pierre 4 coups. Premièrement, cela me permet de me casser les dents moins souvent. Deuxièmement, cela me permet aussi de gagner avec le temps le respect des autres. Troisièmement, cela me permet également de me débarrasser progressivement de mes peurs. Et quatrièmement, et par effet boule de neige, cela me permet d'augmenter mon efficacité et affûter mon sens de l'analyse. Deuxième point d'analyse, si vous ne pouvez pas aider les autres à les faire progresser, alors évitez au moins de les embrouiller. Pour se mettre en valeur, l'héritier de l'empereur non seulement suit le mouvement, mais surprend tout le monde à surenchérir et demander l'amélioration de la qualité d'un habit inexistant. Il triple ainsi, sans se rendre compte, la solde des deux arnaqueurs. Dans la vraie vie, il n'est pas rare de voir certaines personnes faire la même chose, accélérer ou accentuer un mouvement de masse dans la mauvaise direction, en affichant publiquement, par exemple, leur énorme satisfaction d'un produit soi-disant révolutionnaire, qu'ils savent au fond d'eux-mêmes complètement inefficace, ou chantent les louanges d'un soi-disant expert qui vend des services hors du commun, qui savent au fond d'eux-mêmes être un arnaqueur. Plus ils payent cher le ticket d'entrée, plus ils s'accrochent à défendre le mouvement de masse et participent parfois, sans se rendre compte, à faire tomber d'autres personnes dans le même piège duquel ils n'arrivent pas à sortir. Cette histoire m'a donc apprise que le mieux à faire face à une situation qui me déstabilise ou que je ne contrôle pas est de ne surtout pas surenchérir. Cette histoire m'a aussi apprise que si pour une raison X ou Y, il m'était très difficile, voire impossible, de rester authentique, la meilleure chose à faire est de rester neutre et me taire, afin de ne pas renforcer le mouvement auquel je ne crois pas, et de ne pas servir gratuitement les intérêts d'autres personnes, en l'occurrence ceux qui m'auraient piégé, en leur offrant sur un plateau d'argent les têtes des gens qui croient en moi, qui me respectent et que je peux facilement influencer. Troisième point d'analyse, l'envie de sauver la face peut être un énorme frein au développement et à la progression personnelle de l'individu. L'empereur se rend bien compte à la fin de l'arnaque des deux escrocs, mais son ego le pousse à continuer quand même sa tournée devant tout son peuple en costume d'Adam. En cherchant à sauver la face, il s'enfonce de plus en plus. Le comportement de l'empereur, bien qu'il soit très exagéré dans l'histoire, traduit, je pense, une réalité qui existe dans la vie de tous les jours. Par exemple, moi, à une certaine époque, ainsi que beaucoup de personnes que j'ai déjà croisées à titre personnel, ou avec lesquelles j'ai déjà travaillé, faisaient parfois des actions complètement illogiques, allant dans le sens contraire à leur propres intérêts, juste parce que, à un moment ou à un autre, il fallait sauver la face à tout prix.
Plus concrètement, qui d'entre nous n'a jamais vu ou observé des couples se déchirer pendant des années, en vivant un vrai enfer émotionnel et refuser de divorcer juste pour sauver la face devant la famille, devant les voisins, etc. Qui d'entre nous n'a jamais vu ou observé des gens se faire arnaquer financièrement ou émotionnellement et refuser d'appeler à l'aide ou de porter plainte de peur de perdre la face? Grâce à cette histoire, à chaque fois que je rencontre ce genre de personnes, je leur dis la chose suivante. Sachez que vouloir sauver la face est quelque chose d'humain et c'est quelque chose de normal. Mais si vous vous êtes déjà fait embarquer sur un chemin qui ne vous correspond pas, un projet, un conflit, une relation, un mariage, alors faites demi-tour tout de suite. Ça va probablement être dur au début, mais je pense humblement qu'il vaut mieux avoir le courage d'admettre ses erreurs, avoir la force de corriger sa trajectoire et limiter la casse, plutôt que de foncer dans le mur ou de sortir devant la foule avec le costume d'Adam, juste pour une histoire d'orgueil personnel. Quant à moi, cette histoire m'a appris que peu importe qui est mon interlocuteur, peu importe son niveau d'intelligence ou de sagesse, celui-ci aura toujours une certaine tendance à vouloir sauver la face. Une tendance qu'il me faut non seulement respecter et accepter, mais à laquelle il faut que je fasse très attention dans mes interventions ou dans mes échanges. Car si je piétine par maladresse ou inadvertance l'ego de cette personne, avec une remarque mal formulée par exemple, ou un diagnostic trop agressif, son émotionnel risque fort bien de prendre le dessus sur ses capacités intellectuelles. Et toute discussion avec elle risque de devenir complètement stérile. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.